Mais pour y arriver, ils vont avoir besoin d'avoir des parcours non linéaires. C'est-à-dire que je vais devoir faire mototaxi. Si je suis burkinabé, je vais peut-être aller en Côte d'Ivoire un certain temps pour constituer mon capital. Je vais peut-être aller travailler dans les mines d'or pour ensuite revenir. Donc ça, c'est vraiment les témoignages des jeunes qu'on a pour revenir m'installer avec mon projet. Et ça, c'est extrêmement difficile pour le centre de formation parce que comment on l'accompagne, il faut donc d'une certaine manière pouvoir intégrer aussi ces parcours un peu divergents, peut-être temporairement, pour que le jeune il puisse bien vivre ces périodes-là et pas perdre de vue son projet. Et puis des problématiques spécifiques liées au genre. Voilà, quand on accompagne des jeunes, comprendre aussi que l'accès à la terre pour les femmes dans certains pays n'est pas le même en termes d'héritage. Qu'une femme qui commence un projet, en tout cas c'est des jeunes filles qui ont été interrogées qui le disent, moi j'ai pas envie de me marier parce que j'ai commencé quelque chose et si je me marie je dois tout quitter pour aller chez mon mari, comment je vais faire? Voilà, donc c'est un petit peu, on a ce genre de problématiques et voilà, donc c'est extrêmement en tout cas intéressant et ça vient enrichir nos pratiques justement. Alors en termes donc sur ces pratiques, ce qui nous semble important c'est quand même la question d'orientation, ce que je disais, donc prendre les jeunes à partir de leur motivation, de leur vécu à l'entrée en formation et les aider à discerner sur ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est quelque chose d'important et ça passe par des temps d'accompagnement individualisés. Et progressivement, c'est des temps d'accompagnement individualisés qui vont permettre aux jeunes de construire son projet de vie. Moi, on préfère parler de projet de vie ou projet d'insertion socio-professionnelle parce que c'est aussi toutes les questions liées au logement, au mariage, etc. C'est pas le centre qui les marie, mais ça arrive avec l'internat. Hein. Et en tout cas, on est sur ces projets-là. Et c'est pour ça qu'un jeune qui veut être salarié agricole, on va l'accompagner comme un jeune qui veut s'installer en auto-emploi. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est son projet. Par contre, il faut qu'il le réussisse et c'est ça qui est important. Ou il peut passer, et certains le disent, d'abord être salarié pour ensuite pouvoir être en auto-emploi si c'est son projet final. C'est pour ça que c'est un projet de vie, c'est pas un projet juste un an après la formation, qu'est-ce que tu veux faire ? Le lien avec la famille ressort également dans notre enquête très très fort. Donc on a cette chance-là d'essayer, c'est jamais facile, mais c'est dans notre gouvernance d'associer donc les familles, qu'elles sont responsables au niveau des centres de formation. Mais c'est clair qu'elles sont un levier essentiel dans beaucoup de pays pour permettre aux jeunes de s'insérer. Elles vont apporter de la main-d'œuvre, elles vont aider le jeune en attendant sa première récolte à se loger, à se nourrir. Également, elles vont, et ça c'est pas rien, faire un soutien moral pour les jeunes. Donc ça, et parfois également prêter des outils ou financer quand c'est possible, ça dépend des familles, mais que la formation permette ce lien avec la famille, que le projet puisse être discuté en partenariat avec les familles et nous semble important. Et ensuite, c'est à l'issue de la formation, déjà en fin de formation, il y a quelques pays, je pense à Madagascar et aussi le Maroc le font, c'est une année d'accompagnement au projet, qui n'est pas forcément obligatoire, en tout cas pour Madagascar, et voilà le jeune, et qui n'est pas obligatoirement tout de suite après, on peut revenir 2 ans plus tard pour bénéficier de cet accompagnement, donc ce sera un temps d'accompagnement au projet plus approfondi pour le mettre en œuvre, et pour le centre de formation, essayer de suivre les jeunes donc, dans le temps, et surtout de les accompagner dans la recherche de moyens, donc, fonciers, financiers, etc., et de les mettre en relation avec les autres acteurs du territoire, parce qu'on est bien conscient des limites d'un centre de formation, et donc comment on travaille cette articulation avec les banques, la microfinance, les OP, et on a des exemples, donc par exemple sur le Brésil, les jeunes sont beaucoup en lien avec deux programmes, le Pronaf Jovem. Donc c'est le programme d'appui à l'agriculture familiale qui va permettre des taux de crédit assez intéressants où pendant 5 ans on ne paye pas, et puis ensuite c'est des taux concessionnels. Et sur le Maroc, il y a un partenariat qui vient d'être signé, je crois, avec la Caisse agricole du Maroc. La scène pourra en dire quelques mots, parce que voilà, on va plus passer sur l'expérience marocaine. Merci Benjamin. Bonjour, je suis Lajid Lahsen, moniteur, formateur au niveau de la MFR Stoka Maroc. Donc, un petit aperçu, si vous permettez, au début, concernant un peu l'historique des MFR au Maroc, parce que l'expérience des MFR au Maroc est un peu récente. C'est à partir de 2001 que le premier MFR a été installé. Vers 2006, il y a déjà 7 MFR et actuellement, on est 13 MFR et 5 projets encore. Et il y a, à partir de 2006, au niveau de l'Union nationale des MFR marocaines,
il arrive à signer déjà une convention cadre tripartite entre deux ministères, à savoir le ministère ministère d'Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère de l'Agriculture. Le ministère d'Emploi et de la Formation professionnelle, dans le cadre des subventions de formation, dans le cadre de la loi 12 qui réglemente la formation par apprentissage au niveau du territoire marocain. Donc, à cette date-là, on a déjà reconnu par la loi. Et la formation professionnelle, la subvention déjà les formations à raison de 4500 dirhams par an, par jeune apprenti, c'est-à-dire presque les 450 € par an. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, on est arrivé à valider les référentiels de formation. Mais les référentiels de formation, c'est nous qu'on nous les a élaborés. Concernant, on a mobilisé tous les acteurs sociaux, à savoir la décision des jeunes et les organisations professionnelles, étant donné que les référentiels de formation métier doivent être souples et adaptables et répondent aux complexités et réalités du terrain. Donc, concernant l'insertion au niveau du Maroc, concernant l'insertion des jeunes, je vous présente en deux étapes. La première étape concernait un cas analytique de la MFR Shtoka et une deuxième étape, un tableau récapitulatif des insérés au niveau des MFR du territoire marocain. Donc, concernant tout d'abord les cycles de formation, il y a 3 cycles et 2 niveaux. Le premier cycle, c'est pré-apprentissage. C'est la première année au niveau des MFR marocains. Il cible en premier lieu les jeunes qui sont moins âgés, à partir d'un niveau scolaire de la 6e année. Et ce cycle-là est sanctionné par un certificat d'apprentissage professionnel. Concernant le deuxième cycle, il y a 2 niveaux. Niveau spécialisation, c'est la 2e année au niveau des MFR marocains. Il cible les gens ayant un niveau scolaire à partir de la 6e année et plus, sanctionné par un diplôme de spécialisation professionnelle. Et en dernier lieu, un niveau de qualification qui est la 3e et la 4e année au niveau des MFR, sanctionné par un diplôme de qualification professionnelle. Ces diplômes-là sont délivrés tous par le ministère de l'Agriculture. Donc, concernant l'état d'insertion, un cas analytique de la MFR Shtoka, vous voyez, concernant ce cercle, il y a déjà l'insertion de 55% dans le domaine agricole et les secteurs d'insertion sont un peu plus diversifiés. Il y a le secteur de commerce et le secteur de services qui s'ajoutent au secteur de l'insertion au niveau de l'agriculture. Il y a aussi d'autres jeunes qui ont choisi la poursuite de leur formation dans des ITA publics. C'est une valeur ajoutée quand même pour les MFR au niveau national. On voit aussi qu'il y a les sans insérés, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas arrivé à être insérés dans le milieu socio-professionnel, qui représentent un taux de 6%, faute de moyens et faute de compétences. Le deuxième cercle, il représente les projets d'insertion, dont on voit la relève, c'est-à-dire 51 jeunes par rapport aux 310 formés jusqu'à présent au niveau de la MFR Shtoka, et 39 projets concernant ce total qui est 310, ce qui représente les 29%, c'est-à-dire ces 29%-là, c'est notre contribution en tant que MFR dans l'installation des jeunes dans leur propre projet ou bien dans la relève des exploitations de leurs parents. Mais le taux qui est plus essentiel, c'est les jeunes ont tous devenu la main-d'œuvre qualifiée, qui représente un taux de 51%. C'est un résultat de l'enquête qui est un point fort, mais ça constitue un point faible concernant la gestion de l'alternance et des formations au niveau des MFR. Mais heureusement, cette année-là, on est arrivé à soulever ce point-là avec le Crédit Agricole, comme il a déjà signalé M. Benjamin, à travers le Salon international de l'agriculture qui est tenu à Meknès. Les nationales étaient arrivés à signer une convocation avec le groupe Crédit Agricole. Donc, on peut travailler dans ce sens
parce que parmi les clauses et les articles de cette convention, il y a le groupe Crédit Agricole est inséré à mettre à disposition les techniciens qui peuvent continuer et suivre et accompagner les gens dans leur insertion, dans leur projet d'insertion. En dernier lieu, on voit que ce sont des résultats des enquêtes d'insertion pour les 13 MFR qui sont existés jusqu'à aujourd'hui, depuis 2005 à 2013. Donc voilà quelques proportions par rapport concernant les types de projets. Dans le premier lieu, on est arrivé à faire la relève de 382 personnes, c'est-à-dire c'est la relève dans les exploitations de leurs parents, qui représente 19,55%. Et pour les projets personnels, 127 personnes, qui représentent 8%, c'est presque les 27 personnes se constaté l'insertion des jeunes dans leur territoire directement, dans les domaines de leur famille. Il y a aussi la main-d'œuvre qualifiée, 1012 personnes, 1012 jeunes formés qui ont déjà travaillé dans le secteur agricole, soit des grandes exploitations, ou bien sont des sociétés agricoles qui représentent un taux de 51,79%. Ça qui nous constitue, que j'ai déjà expliqué, un point faible, mais à travers cette convention qui a été signée avec le Crédit Agricole, parce que le Crédit Agricole, il va financer les micro-projets pour ces jeunes-là, pour diminuer un peu ce taux-là, parce que notre rôle essentiel, c'est d'insérer les jeunes formés dans leur territoire et essentiellement pour améliorer l'agriculture familiale. Pour les jeunes qui suivront notre chemin, la poursuite de la formation, c'est 126 jeunes à travers les territoires du Maroc qui constituent presque un taux de 6,45%. En dernier lieu, il y a 223 personnes, jeunes formés, qui n'ont pas encore inséré, vu les fautes de moyens ou bien fautes de compétences. Enfin, quelques exemples des gens qui ont déjà inséré dans leur domaine familial. C'est un jeune d'un petit agriculteur. C'est un autre jeune qui fait partie des agriculteurs moyens, c'est-à-dire c'est le projet d'installation et c'est la relève. Cette photo-là montre la relève du domaine familial. Celle-ci, c'est un projet d'insertion dans le domaine familial. Et en dernier lieu, il y a un autre chemin, c'est le domaine d'élevage. Merci. Donc après, c'est plus pour revenir donc, sur ce qu'on disait, après un regard sur les politiques, que d'ailleurs la scène a un peu abordé, sur les questions de certification, sur les liens avec différents ministères. C'est jamais d'ailleurs facile, cette question de formation agricole qui est à cheval toujours entre plusieurs ministères. Et ce qui nous semble, de notre point de vue, quelques repères pour massifier, ça faisait un peu partie des thématiques aussi, c'est qu'on puisse être sur une massification entre guillemets qui parte par le bas, un peu qui soit ascendante ou au mieux décentralisée. C'est-à-dire que, de notre point de vue, ça sera difficile de la décréter, en tout cas en tant que maison familiale rurale. Quand on veut développer le mouvement, on peut pas décréter un projet la scène a parlé de projet de maison familiale, on peut pas les décréter à l'avance, c'est les gens qui le souhaitent, et c'est vrai que pour nous, en termes de massification, et c'est un peu ce que, de notre point de vue, fait notamment le programme AFOP, en s'associant avec des centres privés ou de la société civile, ça c'est effectivement une manière d'articuler les différentes offres de formation dans un même cadre et pour pouvoir la faire grandir. Après, justement, quand il y a cette articulation avec la société civile, qu'elle puisse, ses spécificités ou son autonomie puissent être, on va dire, respectées ou valorisées. Mais par contre, que cette société civile, en tout cas pour nous, c'est le cas au niveau des maisons familiales. La scène a parlé de l'Union nationale des maisons familiales marocaines, que chaque réseau aussi se structure pour dialoguer, pour faire des propositions, et donc pour entrer dans les espaces de concertation, qui nous semblent d'ailleurs plus importants que les espaces d'expertise, de pouvoir parler sur des problématiques des territoires, afin de faire progresser la prise en compte politique, parce qu'on est bien là-dessus, de cet enjeu de la jeunesse et de l'agriculture familiale. Et après, la scène l'a dit, l'adaptabilité du dispositif aux différents territoires.
Et après, quelques recommandations là, qui viennent un petit peu. On a fait un travail au sein de la commission agriculture et alimentation de la C2A, de coordination sud. Des choses qui nous semblent intéressantes. Ça a été dit, mais valoriser les métiers ruraux, alors c'est socialement, parce que aussi que les jeunes qu'ils aient envie de se former dans ces métiers. Et c'est pas que l'agriculture, parce que d'ailleurs la scène, on l'a vu au Maroc, il y a tous les services autour de l'agriculture qu'il ne faut pas négliger. Donc derrière, c'est aussi à intégrer dans les dispositifs de formation. Mais que les jeunes qui se soient formés puissent aussi avoir envie de rester dans le secteur dans lequel ils se sont formés. Donc ça, c'est pas évident, on le voit dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Donc cette valorisation, voilà, comment on la travaille, moi je sais pas, mais en tout cas, il nous semble important de travailler cette question. Également, de relier que cette dimension formation-insertion, on la retrouve aussi en transversale dans les différentes politiques de développement rural, qu'elle soit prise en compte par rapport aux questions d'accès à la terre, d'accès au crédit, par exemple, et toujours donc, en concertation. Et enfin, pour finir, l'existence, quand ça n'existe pas encore, là ça va dépendre des pays, mais qu'il existe un cadre politique clair, on va dire, qui permet d'appuyer très nettement les dispositifs existants ou qu'on fait progresser avec des référentiels, avec aussi une articulation avec le niveau primaire, pour éviter donc des déperditions très fortes, des temps de déscolarisation qui vont être vraiment un vrai frein pour revenir en formation par la suite. L'existence de diplômes qui peuvent aussi contribuer à valoriser les métiers ruraux, mais peut-être des diplômes qui ne... Après là je vais peut-être être un peu dur ou tranché, mais qui ne permettent pas forcément de passer les concours de la fonction publique, pour éviter aussi, peut-être que ça reste ancré dans les projets. C'est pas le but, on va dire, de ces formations de niveau inférieur, entre guillemets. Là on cherche à former des agriculteurs, pas des cadres, c'est un peu particulier. Et puis le financement également des dispositifs, ça semble bien sûr évident. Mais par contre pour nous, ce qui nous semble important, c'est ce qu'on vit en France, c'est ce qu'on vit dans d'autres pays, la possibilité d'une complémentarité entre les offres de formation et éventuellement entre les pédagogies également, parce que chaque jeune aura une manière d'apprendre et qu'il puisse trouver un petit peu son chemin sur son territoire. C'est aussi ça qui nous semble important, plutôt que d'avoir des grands centres, des grands pôles de formation où les jeunes sont obligés de sortir de leur milieu pour aller se former, qu'ils puissent également avoir un accès en proximité à la formation. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors à nouveau, une petite session d'approfondissement, de questions. Jean-Bernard David au milieu de la salle et puis ensuite une question sur la droite en haut. Merci pour cette intervention et je voudrais revenir sur un peu la dernière diapositive où, dans les recommandations pour les politiques publiques, il était fait mention effectivement des pédagogies. Je pense que dès qu'on parle de dispositif de formation, on se pose la qualité du dispositif de formation, c'est-à-dire des enseignants et des formateurs qui sont à la manœuvre. Les MFR affiche clairement une pédagogie par alternance et alternance intégrative. Et voilà, c'est un modèle pédagogique. Ça demande que les enseignants soient formés à cette pédagogie. Et donc derrière, à mon avis, toute rénovation de dispositifs de formation, il faut envisager à un moment donné quand même la formation des formateurs. Il a été dit tout à l'heure, effectivement, il y a une question, avez-vous pensé au recyclage? Bon, c'est des questions effectivement très très importantes, qui se pose également en France. Je travaille actuellement donc au service régional de la formation et du développement d'une région française où on essaye de faire monter en compétences pédagogiques les formateurs parce qu'il y a des évolutions, parce qu'il y a des travaux dans les sciences de l'éducation, des travaux de recherche qui nous invitent à intégrer les résultats de recherche de la didactique professionnelle, d'intégrer tous ces éléments-là. Et être enseignant, être formateur, c'est un véritable métier. Et donc ça s'apprend et on se forme à ce métier-là. Ce n'est pas seulement un don, comme quelquefois on a l'impression, on dit un tel il est pédagogue comme si c'était inné. Non, la pédagogie c'est un métier. Je pense que dès lors qu'on envisage de mettre en place un dispositif de formation, il faut s'interroger sur également la pertinence et la performance des formateurs, enfin des gens qui interviennent vraiment au cœur de la formation, de l'acquisition de compétences.
Merci. Donc peut-être au niveau des maisons familiales, comment vous envisagez cette formation de formateurs? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers? Je pense que... Ça marche. Je m'excuse. Concernant la formation des formateurs, il se fait à travers l'Union nationale par des sessions de formation en coopération avec la fédération de la région d'Aquitaine. C'est cette fédération qui intervient beaucoup dans ce sens avec nous au niveau de l'Union pour concernant la formation des formateurs. Parce que, comme vous le savez plus que moi, le mode de formation au niveau des hémisphères, on adapte le mode de formation par alternance. Et pour nous, à vrai dire, on ne connaît rien au niveau de ce mode-là. Et c'est à travers cette fédération qu'on est arrivé quand même à adapter quelques outils de l'alternance, à savoir le plan d'études, à savoir comment préparer le plan de formation à partir des référentiels déjà élaborés. C'est-à-dire comment on fait pour la mise en commun avec les jeunes, c'est-à-dire comment on fait pour la démarche thématique disciplinaire et prédisciplinaire, c'est-à-dire quand même on a déjà sur les rails au niveau pour quelques formateurs au niveau des mouvements hémisphères. Peut-être aussi pour compléter, ou enfin plus large que le cas du Maroc. Nous, ce qui nous semble effectivement quand même important, c'est que on est plutôt, c'est pas évident d'ailleurs, même en France, c'est pas toujours évident, mais d'avoir ça dépend aussi de la taille des équipes, mais plutôt des bons techniciens, a priori, qu'on va former en pédagogie, parce que ça a été dit que un pédagogue, on aura plus de mal à le former au domaine technique ou professionnel dans lequel il enseigne, tandis que quelqu'un qui est un bon technicien, apporter la dimension pédagogique semble plus facile. Et c'est d'ailleurs beaucoup de pays commencent à beaucoup travailler donc cette question-là. Les Brésiliens sont très en avance. Nous, en France, chaque moniteur qui arrive en maison familiale n'a pas le choix. Il doit faire sa formation pédagogique, quel que soit son niveau académique. Il doit faire cette formation, parce que, aussi, comme le disait la scène, quand entre guillemets, on arrive en maison familiale, en général, on ne connaît pas cette pédagogie. Donc, voilà, elle est transmise. Et à côté de ça, c'est vrai que on a fait une formation expérimentale, notamment donc en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Océan Indien, sur ce qu'on a pu appeler technicien animateur rural. Ça a duré pendant 3 ans, de 2011 à 2013. Là-dedans, on a voulu beaucoup mettre l'accent sur la capacité d'un moniteur. On va dire, on prenait des moniteurs confirmés. Donc ils étaient déjà, on va dire, bons en pédagogie, ils avaient de l'expérience. Et par contre, d'ajouter, j'ai oublié de le dire, cette dimension d'accompagnement du projet. Donc ça, c'est peut-être une des faiblesses qu'il peut y avoir dans l'offre de formation pédagogique actuelle dans certains pays où cette dimension n'apparaissait pas. Et là, donc, on a pu la renforcer. Mais également, l'objectif, et c'est en lien avec la massification, c'est d'avoir des acteurs qui vont être capables d'aller développer le centre de formation ou d'aller développer d'autres centres de formation pour répondre à des besoins. Donc, les capacités de faire un diagnostic de territoire, de construire une offre de formation, etc. Donc, c'est aussi, il n'y a pas que la pédagogie, il y a aussi tout cet aspect de développement local qui, pour nous, voilà, on parle de fonction globale. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Merci. Alors, avant la prochaine question, Marcelin voulait intervenir sur cette question de formation des formateurs. Oui, moi je crois que c'est une question assez essentielle, c'est sur la question de la formation des formateurs, parce que, comme ça a été dit dans la salle et par tout le monde, je crois que ça c'est une question essentielle qui préoccupe tous les dispositifs de formation. Parce que l'évolution même de la science au niveau de l'agriculture est si vite que les connaissances que nous avons ont besoin d'être actualisées de plus en plus. Et je crois de toute façon, par rapport à cette question au niveau du Bénin, je crois qu'il y a un consortium qui a été mis en place entre les OP et puis les différents conseillers pédagogiques à tous les niveaux, niveau enseignement, pour voir dans quelle mesure assurer cette formation des formateurs. Et puis, on définit un peu la périodicité, tout ça a été quand même vu. Je crois que c'est une question essentielle. Et par rapport
Je crois au Brésil, je crois là également nous avions, ça me rappelle, ils ont un partenariat, ils sont très forts là-dessus avec le Brésil sur le coopérativisme et puis l'agroécologie. Et ils sont, en matière de formation des formateurs, ils ont quand même beaucoup d'outils et ils nous aident beaucoup également. Et ça, comme vous êtes en partenariat avec le Brésil, je crois que ça c'est quelque chose à tirer également. Merci. Merci. Je pense que dans l'agenda, on devrait prévoir un voyage au Brésil tous ensemble. Oui, Voilà, je vous laisse la prochaine question. Bonjour. Donc, Laure Rogès de l'ONG DISOP, basée à Bruxelles. Donc, je vais vous parler du Brésil aussi, en fait. Donc, nous, on soutient divers projets, notamment des centres éducatifs familiaux de formation par alternance dans plusieurs pays du monde, dont le Brésil. Moi, je m'occupe particulièrement du Brésil, donc je connais mieux cette expérience-là, mais aussi en Afrique, au Cameroun et au Mozambique. D'ailleurs, je pense que Benjamin a dû aller rendre visite à nos partenaires là-bas, les Arcafar Nord, Arcafar Sud, non ? Au Brésil. Oui, je ne sais pas s'il y a de la propriété sur le partenaire. Donc, je voulais juste faire une remarque, une observation plutôt qu'une question. Je voulais renforcer la philosophie et l'approche qui a été présentée ici par les maisons familiales rurales qu'on partage complètement. Et cette philosophie de vraiment mettre le jeune au centre de la formation et d'accompagner son projet de vie. Donc en fait, ici, on parle beaucoup depuis le début d'installation des jeunes. Donc effectivement, il y a beaucoup de jeunes à la suite de leur formation qui vont s'installer. Mais il y a aussi d'autres formes d'insertion professionnelle de ces jeunes qu'on a évoquées éventuellement, mais dont on a parlé relativement peu, je trouve. Donc nous, on a beaucoup de nos jeunes qui sortent des écoles, qui vont... notamment au Brésil, parce qu'il y a des opportunités dans ce domaine-là, effectivement, devenir salarié d'organisations professionnelles, tout ça. Donc les centres, notamment, font un gros travail de mise en relation de ces jeunes avec ces organisations-là. Et c'est aussi assez important parce que ça peut, d'une part, leur donner des revenus aussi pour ensuite pouvoir s'installer de façon durable, mais aussi c'est une manière de leur permettre de contribuer au développement local de leur territoire, de leur milieu, parce qu'ils deviennent un peu des agriculteurs multiplicateurs, etc. Donc il y avait cet aspect-là. Ensuite, le modèle d'éducation intégrale et citoyenne qui a été évoqué, je pense est très important, parce que c'est aussi de cette façon-là qu'on peut garantir un soutien des pouvoirs publics locaux, nationaux, etc. On a beaucoup d'exemples de jeunes qui ensuite sont devenus effectivement des leaders locaux et participent au processus de décision et participent à construire des politiques publiques en faveur de l'agriculture familiale. Voilà. Et l'implication des familles aussi dans la formation. Nous, dans notre modèle, ce sont des écoles qui sont gérées par les familles, et ça, c'est aussi un gros impact en termes d'ancrage local et de soutien aux formations. Au niveau de la formation des formateurs, effectivement, le Brésil est très avancé. C'est fait par l'intermédiaire de l'Union nationale des écoles familiales agricoles, mais aussi il y a une formation universitaire qui a été créée en pédagogie de l'alternance à l'université de Belo Horizonte, et on a beaucoup de formateurs des écoles qui vont suivre cette formation universitaire. Après, au Brésil, il y a une exigence pour être moniteur, professeur, d'avoir une formation universitaire, même dans les écoles familiales agricoles et dans les... Donc voilà, ils vont souvent suivre cette formation, d'avoir la formation ou d'être en cours de formation. Voilà. Et au niveau de la question de la massification, juste une petite remarque, c'est vrai que je pense que ça pose vraiment la question, puisqu'on parle beaucoup de ces projets des jeunes et de la capacité des formateurs à accompagner ces projets. Un accompagnement individualisé, c'est un défi quand on a des formations et une demande de formation qui grandit. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Marcelin voudrait réagir et après on prendra il y a une question de Marcelin et ensuite à Fert. Okay, merci.
En suivant un peu l'expérience marocaine, j'ai voulu, rapportant ça un peu à la situation au Bénin, je voulais, parce qu'il y a beaucoup de maisons familiales au Bénin aussi, je voudrais poser une question par rapport aux approches. Ce qui m'a intéressé, vous aviez dit, il n'y a pas que, les domaines de formation n'intéressent pas que l'agriculture, et on l'a vu, et avec un taux d'insertion assez quand même important, élevé dans les autres secteurs. Je me rappelle, en 2009, nous avions fait une étude dans le cadre de l'OIF sur un peu les dispositifs de formation qui préparent à l'insertion dans 4 pays, dont le Bénin. Et dans ce cadre-là, on a inclus dans notre étude les MAFA du Bénin. Là. Et quand on a approché un peu les parents pour voir un peu quelles sont leurs perceptions par rapport à ce qui est fait, surtout pour la MAFA de Kilibor, il a été rappelé que, les parents ont souhaité que une des limites, c'est que la MAFA ne s'ouvre pas à d'autres métiers que eux ils pensent qu'ils sont des métiers porteurs pour la localité, tels que la soudure, la mécanique, etc. Parce que les enfants vont au Nigeria, parce qu'ils sont en proximité avec le Nigeria, ils préfèrent aller au Nigeria et revenir. Et si on pouvait les maintenir, ce serait une manière de réorienter un peu la formation vers ce sens-là. Mais il semble que ça n'a pas été admis parce que le domaine a été réservé à le secteur agricole. Et je voudrais savoir si, en fonction des pays, vous définissez le domaine d'intervention ou c'est la même chose. Et la deuxième question, et la dernière, dans les taux d'insertion, dans les points d'insertion, vous avez marqué foncier 1. Je ne sais pas si j'ai vu quelque part le foncier dans les... Pour le Maroc, c'est ça? Oui, au Maroc, oui, pour le Maroc, là, tout l'affichage, le tableau, là, sur le point des insertions, là. On a mis agriculture, tout ça, même mis foncier, voilà. Et donc, on a mis le nombre d'insertions. Donc, c'est-à-dire à travers de cette analyse, on a déduit que au niveau de cette analyse, la MFR Choka à laquelle je m'appartiens, on a trouvé que ceux qui ont inséré au niveau dans le secteur agricole proprement dit, ils représentent 55%. C'est le taux d'insertion dans le secteur agricole. Mais attendez, il y a quelques jeunes qui ont déjà formé, qui ont inséré dans d'autres secteurs qui sont en parallèle à l'agriculture, tels que par exemple les boîtes fédons, sont devenus des intermédiaires au niveau des marchés gros. Et on a déduit aussi ce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui suivent leur formation encore dans les études publiques qui représentent 6,12%. Mais il y a un pourcentage dans le total des 310 formés qui représente 3,55%. Ce sont des jeunes qui sont installés dans des autres secteurs à part le secteur agricole, tels que par exemple la mécanique, la menuiserie, le commerce proprement dit. Parce qu'on ne veut pas mettre tous les détails, c'est-à-dire la nature de ces fils-là, ils ne sont pas des fils des vrais agriculteurs, ils sont des fils des villageois qui se trouvent au l'entourage de la MFR. Et vous savez, la MFR, elle est implantée dans son territoire. Ce n'est pas seulement à 100% pour le développement agricole, c'est dans le cadre de développement de la localité. C'est ça l'essentiel chez nous aussi au Maroc. On ne veut pas exclure cette catégorie des gens, cette catégorie des familles, cette catégorie des jeunes, étant donné qu'on cible les jeunes qui ont déscolarisé à tous les niveaux, soit à partir du niveau le plus bas, à partir de la 6e année primaire, et jusqu'au universitaire, parce qu'on a deux approches. On est parti à partir du bas vers le haut, on accepte aussi une vision qui arrive du haut vers le bas, parce qu'on a encore des jeunes qui sont à un niveau universitaire, ou bien ils ont même leur baccalauréat, mais ils ont un échec quand même, ils ont retourné à leur village. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, c'est mieux de faire une formation agricole. Eux aussi, ils préfèrent de se lancer dans le secteur agricole. Et de cette manière-là, pour nous au Maroc, on accepte tous les jeunes qui sont dans le territoire dans le cadre de l'insertion pour enraciner le jeune dans son territoire. Et voilà. Donc, il y a un taux vrai à partir de cette analyse qui représente 3,55% dans le total de nos jeunes formés.
Aussi, c'est-à-dire cette analyse est destinée pour la MFR seulement, mais si vous voyez à partir des tableaux, il y a aussi les mêmes cas au niveau de tous les territoires marocains. Tous les gens qui sont formés jusqu'à aujourd'hui, à partir de 2005 ou 2013, c'est-à-dire 60 1954, il y a presque un taux de 6 jusqu'à 7% des jeunes qui ont installé dans d'autres secteurs à part l'agriculture. Merci. Merci. Benjamin, peut-être si sur vous la... êtes assez court, parce que le oui, temps oui, est commencé. Juste sur la question là, de Marcelin sur la diversification, nous, on définit rien depuis la France. On est en partenariat, on accompagne. Enfin, en tout cas, d'ailleurs, on parle peu, on ne dit pas vraiment qu'on fait de la coopération, on est plus en partenariat avec des acteurs, entre familles, entre pairs, on va dire. Et une maison familiale qui identifie un besoin sur son territoire, enfin voilà, après c'est elle elle est tout à fait libre, autonome de faire ses choix. À mon avis, je ne connais pas le cas du Bénin, mais pour l'avoir vu ailleurs, une maison familiale parfois repère un besoin, mais après c'est faute de moyens, faute de compétences, faute de temps, parfois d'énergie aussi, pour ouvrir sur d'autres formations, parce qu'il faut reconnaître aussi que dans de nombreux pays, les maisons familiales, elles font ce qu'elles peuvent, comme elles le peuvent, avec les moyens dont elles disposent, avec l'appui qu'elles arrivent à trouver localement, nationalement. Nous, on n'est pas un bailleur de fonds depuis la France, donc c'est vrai que il y a des expériences maintenant là, qui émergent très fortement au Brésil, au Cameroun, ça commence à venir aussi au Mali, au Burkina Faso, pour ce qu'on va appeler diversifier les formations. Au Cameroun, là, on a 2 formations qui vont démarrer en électricité et dans le domaine du bois, pour travailler avec les sociétés forestières à l'Est Cameroun. Donc voilà, nous on accompagne, on a des outils, on peut aider, mais jamais on a dit non. Enfin voilà, ça c'est pas du tout notre manière de travailler, on définit pas. Il se trouve effectivement qu'en France, sur les 62 000 ou 3 000 jeunes qu'on a en formation, on en a 5% qui sont en agriculture, mais ça c'est la réalité du milieu rural français. Et quand on est dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est quasiment 100% qui sont en agriculture. Voilà, on s'adapte. Merci. Dernière courte question. Ce ne sera pas une question, c'est plus rebondir sur l'échange de tout à l'heure sur la formation de formateurs. Bon, évidemment, je vais parler avec ma vision de Madagascar, mais ça pourra peut-être faire écho avec d'autres contextes. Je pense qu'à partir du moment où, de toute façon, on développe des dispositifs de formation de jeunes, on est forcément confronté à cette question de la formation de formateurs. Donc on y est tous passés, que ce soit les MFR, les collèges agricoles à Madagascar, les dispositifs au Bénin. La question moi, que je me pose actuellement et qu'on se pose actuellement nous à Madagascar, c'est celle de la mutualisation entre les réseaux. On a tous des petits réseaux. En France, il y a 200 lycées CNEAP, il y a 450 MFR, il y a je ne sais pas combien d'établissements publics. Donc chaque famille a son dispositif de formation. Aujourd'hui à Madagascar, nous, les collèges, on a développé un cursus de formation de formateurs. On a fait 3 promotions en 2006, 2007, 2009. 80% des formateurs des collèges avaient été formés par ce dispositif. Ça a grandement amélioré le fonctionnement des centres, sans aucun doute. Par contre, aujourd'hui, un certain nombre de formateurs ont quitté après 4, 5, 6 ans passés chez nous. Et il faut qu'on renouvelle ces formateurs. Et on a recruté dernièrement des formateurs qui n'ont pas été formés et on retombe sur des problèmes qu'on a connus par le passé. Donc voilà, aujourd'hui je me pose la question de comment pérenniser des dispositifs de formation de formateurs, sachant qu'on a tous des petits réseaux encore dans ces pays-là. Ce n'est pas des réseaux de la taille de l'enseignement agricole en France. Et donc peut-être juste une question très rapide à nos amis du Cameroun, à Monsieur Ango. Comment vous avez géré cette question de la formation de formateurs en vous appuyant sur des centres qui étaient de nature différente et de familles différentes au Cameroun, puisque la question va se poser assez vite à Madagascar, quoi. Merci. Merci. Donc Pierre Blaise, tu voudras répondre tout à l'heure, maintenant ? Tout à l'heure peut-être. On inclut ça dans l'intervention de Pierre Blaise et je vais vous inviter à aller prendre un café très rapidement pour essayer quand même cet après-midi d'avoir assez de temps pour continuer à voir ce qu'on va faire ensemble. Donc, si on peut se retrouver à midi moins le quart. Merci.